C'est parti pour la première vidéo de géologie. Alors tout d'abord, présentation du plan de l'année, enfin la découpe que j'en ai faite en 5 gros chapitres. Je vous déconseille un cahier parce que ces gros chapitres, il est fort probable que je les découpe et qu'on traite une partie du chapitre à un moment, puis une autre partie à un autre moment, donc ça va être compliqué dans un cahier. Donc je vous invite à copier ce plan en début de votre classeur. Donc là, le premier chapitre sera la dynamique interne de la Terre. Pour commencer ce chapitre, donc sur une page suivante, les rappels des années précédentes, les séismes et les volcans sont liés au mouvement des plaques lithosphériques sur la sténosphère et peuvent constituer un risque pour l'humanité. Et d'autre part, la tectonique des plaques a pour origine la dissipation de l'énergie thermique interne du globe. Ce rappel se trouve à la page 18 de votre livre. Vous aurez régulièrement les numéros des pages indiqués. Un petit quiz pour se tester. Alors je vous invite ici à couper la vidéo, à essayer de répondre à ce quiz et je vous donne tout de suite les réponses. Donc la première question est juste, la première proposition est juste, alors que les deux suivantes sont fausses. J'espère que vous aviez bon. Et voici donc les rappels en images, les séismes qui se produisent suite à une rupture et à un déplacement des roches dans le sous-sol. Les séismes et volcans constituent des aléas qui peuvent menacer les enjeux de nos sociétés, constituent un risque pour l'humanité. Lors d'une éruption volcanique, du magma remonte et s'écoule en surface sous forme de lave en libérant des gaz. Les éruptions peuvent être soit effusives, soit explosives. Les séismes et les volcans sont répartis aux frontières des plaques lithosphériques. Ces frontières sont soit les dorsales, pour le volcanisme effusif, soit les fosses, volcanisme explosif, et aussi au niveau des chaînes de montagnes. Et enfin, des mouvements de convection dans le manteau sont à l'origine des déplacements des plaques lithosphériques à leurs frontières. Les plaques peuvent diverger, converger ou alors coulisser. Eh bien, ce sont tous ces éléments que l'on va reprendre en première, prouver. C'est souvent ça qui va faire la nouveauté. Et donc, pour commencer, la première partie va s'intéresser à la structure du globe, correspondant au chapitre 7 du livre, qui est à la page 142, et que j'ai intitulé plus simplement la structure du globe terrestre. Chaque chapitre commence par une introduction avec des chiffres, 70,71% de la surface terrestre occupée par les océans, 8848 mètres altitude la plus élevée au niveau de l'Himalaya et 11035 mètres en négatif, c'est la profondeur maximale dans les océans. Une vidéo d'accroche que je vous invite à aller voir. Donc ça concerne les Mariannes. Vous connaissez peut-être cet individu, ou peut-être pas. Peut-être vous connaissez mieux les films qu'il a créés. Il s'agit de James Cameron. Et là aussi, une vidéo que je vous invite à aller voir. Donc, une fosse des Mariannes à moins 11 000 mètres, l'Everest à plus 8848. On peut se demander si le contraste des altitudes correspond à des différences géologiques. Et c'est ce que nous allons traiter dans le chapitre. Je rappelle toujours la problématique ici. Donc, dans un premier temps, des contrastes entre les continents et les océans. Donc, sur votre rabat de couverture, vous avez la carte des reliefs terrestres et vous constatez que l'observation de cette surface permet de distinguer un domaine océanique, en bleu, d'un domaine continental.
Donc je vous invite à noter les phrases notées dans la vidéo. On va étudier la topographie, c'est-à-dire l'étude des reliefs, avec ici donc la surface terrestre et en fonction de la profondeur. On a donc une série de reliefs que l'on va dire positifs et une série de reliefs négatifs. On parle de distribution bimodale des altitudes, une partie des altitudes en positif et une partie des altitudes en négatif. On peut dire que l'étude de la topographie, je rappelle ici la définition, met en évidence un contraste entre des reliefs océaniques négatifs, entre moins 6000 et moins 3000 mètres, et continentaux, entre 0 et 1000 mètres. On parle des distributions donc bimodales des altitudes. Tous les documents sont les documents de votre livre, enfin en grande majorité. Vous avez ici différentes roches que l'on peut voir en surface, c'est ce qu'on appelle à l'affleurement, et c'est ce que l'on va retrouver sur la carte géologique de France que vous avez ici, correspondant donc à ces différents points du globe. En TP, vous allez devoir, un petit bug sur la mise en page, vous allez devoir distinguer différentes roches. Vous pouvez noter que seules les roches du domaine continental peuvent être facilement observées à l'affleurement. Elles sont variées donc et se classent en 3 catégories. Tout d'abord, les roches sédimentaires, que vous avez donc ici présentées à la page 145 de votre livre, au niveau des falaises d'Étretat en Normandie. Il s'agit de craie formées par une accumulation des parties carbonatées d'algues microscopiques. Vous avez ici 2 autres roches présentées. Il s'agit ici d'un basalte émis par un volcan de la chaîne des Puys en Auvergne, et ici d'un granit blanc qui recoupe ici des roches sédimentaires. Donc ces deux ces deux exemples de roches, sont des roches magmatiques, c'est-à-dire formées à partir d'un magma. Et enfin, le dernier exemple qui vous est donné, le gneiss de la Montagne Noire, c'est une roche métamorphique, c'est-à-dire qu'elle provient de la transformation à l'état solide d'une autre roche, en l'occurrence d'un granit. En petit 2, on peut étudier l'organisation des croûtes continentales et océaniques à partir des documents des pages 146 et 147. Les croûtes terrestres, elles peuvent être étudiées, donc comme on vient de le voir, par observation directe. Sur Terre, ce sera grâce à des affleurements, on vient de le dire. Donc on retrouve la falaise de la page précédente et la chaussée des géants, c'est-à-dire des basaltes que l'on trouve en Irlande du Nord, que vous avez à la page 143 de votre livre. Par contre, pour la croûte océanique, il faudra utiliser un submersible, c'est-à-dire un mini sous-marin, qui peut aller observer cette croûte océanique. Ensuite, deuxième façon d'observer la croûte, eh bien c'est par forage. Et là, on va pouvoir atteindre, grâce à la réalisation de carottes de forage, les premiers kilomètres de profondeur. On trouve en surface des calcaires, des argiles, des grès dans cette région de Sancerre, puis des laves, puis en dessous des granites et des gneiss. Donc là, on a une variété de roches. Mais si on veut connaître la composition plus profonde, eh bien on va faire de la sismique, c'est-à-dire qu'on va faire trembler un camion et enregistrer les ondes reçues plus loin pour connaître la structure du sous-sol.
et cela permet de connaître toute l'épaisseur de la croûte grâce à cette technique. Ce qui permet de construire ces deux profils, deux croûtes continentales d'une part et deux croûtes océaniques d'autre part, que je vous invite à recopier dans votre cours. Il s'agit du document que vous trouvez à la page 151 en bilan de ce chapitre. Alors, vous pouvez ne pas mettre le camembert à chaque fois. Ce qui est important pour nous, c'est de bien connaître la structure de la croûte continentale et de la croûte océanique, ainsi que ceci que nous allons voir par la suite. Donc, les schémas que vous avez ici correspondent donc à des modèles, c'est-à-dire qu'on a fait la synthèse des différentes données présentées au-dessus de ces croûtes. La croûte continentale donc a une épaisseur moyenne de 30 km, donc elle est épaisse. Elle est composée de roches variées, mais la roche la plus abondante, c'est le granit. Par contre, la croûte océanique, elle, a une épaisseur moyenne de 7 km seulement, donc beaucoup plus fine que la croûte continentale, et elle est essentiellement composée de basalte qui surmonte des gabbros. On peut noter la notion 23. Je vous invite à noter les notions en rouge. La distribution bimodale des altitudes observées entre continents et fond des océans reflète un contraste géologique, puisqu'on n'a pas les mêmes roches, pas la même nature de roches, qui se retrouvent dans la nature des roches et leur densité. Alors, la densité, on n'a pas encore vu ici, on la verra en TP. Petit 3, nature des roches et densité justement. Alors, vous allez étudier en TP les roches à l'œil nu et au microscope en lumière polarisée et analysée. Donc, vous allez étudier 3 roches. Je vous invite ici dans votre cours à déjà noter les caractéristiques de ces 3 roches. Tout d'abord, le granit, qui est la roche de la croûte continentale qui est la plus abondante, basalte et gabbro pour la croûte océanique, et noter ces différentes caractéristiques. Donc les roches prépondérantes sont des roches magmatiques, le basalte, que l'on dit microlithique parce qu'il est composé de tout petits cristaux visibles uniquement au microscope. Et par contre, le gabbro, lui, est composé de grains déjà visibles à l'œil nu et bien sûr que l'on retrouve au microscope, des grains qui sont cohérents entre eux, qui ne laissent pas de vide entre eux, et les granites pour la croûte continentale qui sont également des roches creunues. La texture d'une roche magmatique permet de déterminer comment elle s'est formée. En effet, le granit ici et le gabbro ici sont formés de minéraux jointifs, je le disais à l'instant, on dit donc que ce sont des roches greunues. Ces roches ont eu le temps de cristalliser en profondeur. Les différents minéraux s'expliquent par une composition chimique différente du magma qui est à leur origine. Par contre, le basalte présente une structure microlithique de petits cristaux dans du verre car il est issu d'une éruption, donc d'un choc brutal de température en surface. La composition chimique des deux croûtes, vous voyez qu'on y trouve beaucoup d'oxygène, pas mal de silice, d'aluminium et ensuite des petites différences au niveau des autres éléments chimiques. Comment peut-on justifier que la péridotite n'est pas une roche de la croûte terrestre? Je vous laisse faire. Mais vous guide quand même avec ces encadrés. La densité, vous allez devoir trouver un protocole expérimental, n'hésitez pas à le préparer. Les roches de la croûte continentale sont moins denses que celles de la croûte océanique. Et la notion qui conclut ce paragraphe, comment connaît-on la structure plus profonde de la Terre? Ce sera l'objet du
paragraphe suivant, vous avez une carte des idées qui vous résume ce qui a été vu dans ce chapitre, ainsi que le schéma bilan